I feel good. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Bérodi et l'Espace Akashique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui avec Anaëlle Bajeux. Bonjour. Bonjour Anaëlle, merci d'être avec nous dans le cadre des chroniques akashiques et de la chronique I Feel Good sur la thématique de l'écologie de soi. Anaëlle, merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Et du coup, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves aujourd'hui à transmettre des pratiques de yoga, transmettre aussi des manières de conscientiser ses déchets à la maison, transmettre aussi en tant que coach, et comment dans ton parcours de vie t'en es arrivé jusque-là? En fait, je viens d'un cursus de vente à la base. Et en fait, tout ce monde un peu justement du yoga, de la thérapie, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis toujours. Et il arrivait un moment en fait où je ne me retrouvais plus en adéquation avec le commerce, avec la vente. Et du coup, je me suis lancée. C'était vraiment un appel du cœur en fait. Et c'était il y a combien de temps ça? Il y a à peu près 4 ans. J'y réfléchissais depuis déjà quelques années. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire ma première formation. Et du coup, je me suis lancée parce que je voulais quelque chose qui soit en accord avec mon mode de vie en fait. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans? Il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, En fait, je pense que j'étais arrivée à un point où je ne me retrouvais plus dans ma vie. Je ne me retrouvais plus du tout dans ma vie, entre comment je vivais au quotidien et le professionnel. Okay. C'était pas en adéquation. Je travaillais dans la vente. Je vendais des choses en fait que j'achetais pas. C'est pas mal ça. J'achetais pas. J'étais pas dans ce truc de consommation, d'hyperconsommation. Et j'avais même du mal à comprendre en fait comment on pouvait autant consommer. Et du coup, je trouvais que c'était hypocrite en fait de ma part de vendre des produits que je croyais pas moi-même. Mmh. Et du coup, je me suis lancée. Et en fait, tu avais du coup un mode de vie en parallèle de cette profession de vente, etc., où tu pratiquais déjà le yoga, oui. Tu mettais déjà des choses en place dans ta vie. Oui, complètement. En fait, j'ai commencé le yoga quand j'avais 17-18 ans. En fait, je faisais beaucoup de sport. J'ai fait du sport en compétition. Et en fait, au début, c'était vraiment pour la méditation. Tout ce qui était concentration, méditation, au niveau de la respiration. Et petit à petit, en fait, comme je suis hyper curieuse, j'ai vraiment étendu un petit peu justement savoir ce que c'était. Et le rapport au corps aussi était important. Donc, j'ai mis du temps, des années, avant vraiment de me dire vas-y, je me lance. Parce que j'ai fait ma formation cet été. Et donc, du coup, ça a mis du temps à pouvoir germer. Et, finalement, ça a mis du temps, mais pas tant de temps que ça. Oui. Depuis cet été. Ça a été très rapide. Après, ça a été très rapide, des opportunités, voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta vie, cette rencontre avec le yoga, avec la thérapie comme tu dis, c'était important pour toi le corps. Qu'est-ce que toutes ces rencontres avec ces techniques t'ont apporté? Alors en fait, dans l'enfance, j'ai vécu des violences, notamment des violences physiques, donc une certaine maltraitance. Du coup, j'avais ce rapport au corps qui était difficile au niveau de la douleur,
au niveau de l'image, au niveau de la conscience en fait du corps. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se coupe de ses ressentis, qu'on se dissocie quelque part? C'est ça. Il y a vraiment cet effet de dissociation. Il y a ce rapport à la douleur aussi, où après chacun réagit différemment parce que chacun est différent. Mais dans mon cas, j'ai eu cette période en fait où je recherchais plus ou moins cette douleur. D'accord. Donc après, par exemple, moi je suis très tatouée et le tatouage m'a permis aussi de pouvoir comprendre mon rapport avec la douleur. D'accord. Et comprendre mon rapport aussi un peu avec le corps. C'était quoi le tatouage? C'était comme un rituel pour remettre un baume sur la peau, sur le corps? En fait, c'était un processus assez spécial. C'est qu'en fait, c'était le fait de résister à la douleur. Comme une protection, un film protecteur. C'est ça. De pouvoir, d'une certaine façon, revivre en fait et se dire j'ai résisté, j'ai réussi. Et le fait d'avoir à la fin un tatouage magnifique fait par une personne que j'adore énormément. Que tu peux citer? C'est Pierre Mitte. Voilà, il est sur Cournonterral. Et c'est un tatoueur vraiment adorable avec un cœur. Du coup, qui t'a accompagné aussi dans cette démarche? C'est lui qui a fait tous mes tatouages, j'en ai 10. Et en fait, de pouvoir mettre un symbole, de pouvoir mettre une conscience, et de pouvoir se dire que même dans la douleur, on arrive à faire quelque chose de beau. Donc en fait, c'est une forme de transcendance, c'est ça. On peut dire, de rendre ce qui te fait mal, ce qui est douloureux, en quelque chose de finalement que tu peux aimer maintenant. C'est ça, complètement. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent ouais, il n'y a pas un tatouage que tu regrettes. Et en fait, je les regrette absolument pas. Je ne peux pas les regretter parce qu'en fait, je les ai toujours faits à une période importante qui me rappelle en fait ce que j'ai compris. Waouh. Et en fait, je les adore tous. Je peux pas en regretter en fait. Ok, super. C'est un beau modèle de résilience, on peut dire. Ouais. Après, il y a d'autres choses auxquelles tu as accédé et qui t'ont permis aussi de transcender d'autres choses pour toi. Il y a eu le sport, beaucoup. Il y a eu beaucoup le sport qui m'a permis aussi de tout ce qui est le dépassement, en fait, trouver ses limites. Vraiment d'arriver à trouver ses limites parce qu'on parle beaucoup du sport, mais il y a aussi ce côté un petit peu, je trouve, sombre du sport où des fois on va trop au-delà de ses limites. Au-delà de ses limites et on vient à se faire mal en fait, à être épuisé, à épuiser son corps, à ne pas avoir cette conscience en fait que le corps aussi des fois il a ses limites. Et j'étais beaucoup dans la compétition, j'ai fait du basket, de l'athlétisme et beaucoup de fitness aussi. Et puis un jour j'ai arrêté vraiment les sports un peu de compétition pour être dans des sports un peu plus méditatifs. Donc te reconnecter à de la douceur finalement, continuer de mettre de la douceur sur le corps, dans le corps. D'arriver justement à retrouver une union avec son corps, mais tout en étant dans l'activité physique, tout en étant en alliant en fait plusieurs choses. Donc j'ai trouvé dans la slackline, Alors explique-nous ce que c'est que ça. Donc la slackline. On a un petit peu préparé l'émission. Et avant l'émission, il me parle de slackline. Et j'étais oui, qu'est-ce que c'est? J'apprends beaucoup de choses avec Anaëlle. Donc vraiment, je ne sais pas combien cette interview va durer, mais moi, à chaque fois que je la vois, c'est un vrai bonheur. J'apprends plein de trucs. Une boîte à surprise. Voilà, exactement. Alors en fait, c'est une corde qu'on attache en général à 2 arbres. Et donc après, on peut choisir la longueur. Et on marche dessus. Donc après, il y a plusieurs formes de slackline. On peut jumper, donc sauter dessus et faire des figures. On peut simplement, un peu plus rigide, marcher sur la ligne. Il y en a qui le font aussi entre 2 falaises ou entre 2 montagnes. Ça se fait beaucoup. Et en fait, ça allie
pareil, ce côté un peu concentration, respiration, Équilibre. ancrage, équilibre. Vraiment, ça allie beaucoup de choses qu'on retrouve aussi, je trouve, beaucoup dans le yoga. Et une certaine forme de détermination, parce que tu m'as montré quelques vidéos où on la voit, elle tente, elle tombe, elle recommence, et puis elle recommence, et puis elle recommence, et c'est... La persévérance. La persévérance, ça fait travailler ça aussi. La persévérance, c'est quelque chose qui est super important pour moi, et aussi qui montre que des fois, on va se casser la figure, mais de ne pas rester en fait sur un échec. Ouais, ça me fait penser, moi quand j'accompagne en hypnose, tout ce travail autour de l'apprentissage, qu'on oublie qu'on est en permanence en apprentissage, qu'on est en permanence dans la chute, en permanence dans la résilience, et que c'est en fait presque un principe de vie, finalement. C'est ça. Et quand tu parles de cette slackline là, ça me fait penser à ça, on apprend à marcher, on tombe, on recommence, et c'est même pas pénible, c'est normal, finalement. En fait, c'est ça, c'est que c'est drôle, tu vois, que tu parles de ça, parce qu'en fait, j'ai une amie à moi, que j'adore, qui avait essayé justement la slackline, et c'est vrai que quand on essaye la slackline, c'est très instable. C'est très instable, et on a l'impression qu'on n'arrivera jamais, en fait, à faire des pas. Et je trouve que c'est comme la vie. La vie est instable en fait. Et c'est dans l'instabilité que tu trouves ton équilibre. Et le but dans la slackline, c'est pas d'attendre que la corde soit stable. C'est d'arriver à trouver ton propre équilibre dans ce mouvement de corde et d'arriver à faire chaque pas avec la respiration et de pouvoir avancer et de pouvoir avancer. Et même si ça bouge, même si, hop, tu retrouves, voilà. Et c'est ça qui est beau en fait. Et c'est l'impression t'as l'impression que ton chemin de vie est un petit peu comme ça. Ouais, de haut, de bas, de droite, de gauche, de trouver l'équilibre, parfois de chuter, puis de pouvoir remonter, de pouvoir réessayer, de pouvoir continuer. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il faut être toujours bien, toujours être Oui, c'est ça. L'injonction au bonheur, l'injonction au bien-être permanent. C'est ça. Et en plus, quand on est thérapeute et coach, les gens mettent un peu cette image comme quoi on a tout résolu. Oui, c'est ça. Voilà. On a toutes les solutions. On marche sur cette slackline tranquille. C'est ça, complètement. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que c'est une des principales aussi qualités d'un thérapeute, de pouvoir se remettre en question sans cesse, de travailler sans cesse sur soi, de voir ses blessures, ses peurs, tout ça, et de continuer. En fait. Et d'être aussi, je trouve, dans cette authenticité de pouvoir dire oui, moi aussi j'ai des failles, je continue à travailler dessus, et je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais juste pour peut-être montrer un exemple de résilience. Oui, c'est ça. C'est de remettre un peu d'humanité. Oui, c'est ça. De remettre de l'humanité et de dire moi aussi je suis un être et humain. de se remettre d'égal à égal et plus en position haute de sachant moi je sais ce qu'il faut faire, je vais te montrer. C'est vraiment ça. C'est de dire à la personne en fait c'est possible. C'est possible. C'est possible, regarde. Mais oui. Moi j'arrive à marcher sur cette slackline. Et même si je me trompe, je recommence. Mais oui. C'est de pouvoir de dire que peu importe où on en est, à quel niveau on en est, c'est pas ça qui compte en fait. C'est son propre chemin et ce qu'on décide, c'est se redonner la responsabilité. Et redonner la responsabilité, je trouve que c'est hyper important et des fois on oublie un petit peu. Bien sûr. Du coup, on en était aussi à la slackline. Il y avait d'autres choses qui t'ont permis aussi d'autres rencontres avec le yoga, une certaine forme de yoga. Oui, alors j'ai fait plusieurs styles de yoga et donc j'ai rencontré beaucoup de profs qui ont été vraiment beaucoup des amis, des personnes vraiment adorables qui m'ont permis, au dehors des cours, vraiment de pouvoir aussi dialoguer, échanger avec des valeurs
et qui m'ont beaucoup nourrie du coup. Et puis il est arrivé un moment où en fait, bon, j'ai pas essayé tout moi, mais il y avait des moments où j'avais envie d'un certain yoga et puis un moment un autre. Et petit à petit, dans ma pratique personnelle, je faisais vraiment d'une façon intuitive en fait, autant dynamique que passive, que travailler vraiment sur la posture. C'est un peu dans ton ADN, ça, d'être curieuse, de piocher, de faire à ta sauce. Ouais, j'aimais en fait le côté intuitif et c'est vrai que au départ, on a un cadre, on a un protocole et puis petit à petit, c'est vrai que quand on commence à se sentir bien, à l'aise, voilà, on se laisse porter et là, le yoga que je fais, du coup, c'est un peu ça, c'est un mélange en fait de plusieurs styles de yoga, donc avec une base de hatha, traditionnelle, et d'être vraiment dans quelque chose où on recherche une adaptabilité. Voilà. Et moi, après, dessus, parce que j'adore l'astrologie, j'en fais beaucoup. Depuis le Covid, ça a été quelque chose où je me suis plongée dedans. Et en fait, cette partie énergétique aussi, de pouvoir adapter selon les énergies en fait de la période, de la saison, par rapport aux astres, par rapport à l'astrologie. D'accord. Et de pouvoir voilà. Est-ce que c'est un courant particulier qui a un nom, ce yoga que tu pratiques, ou c'est vraiment ton yoga à toi Alors la base, donc c'est le green yoga. Et là, très récemment, du coup, j'ai mis ce côté un petit peu ma sauce. J'avais besoin de pouvoir mettre un peu de moi, bien sûr. parce que je me retrouvais un petit peu enfermée, du coup, encore une fois. Et en fait, ça fait que c'était pas moi. Ouais. Donc, comment tu pourrais un petit peu plus le définir, ce yoga que tu proposes ? Il est donc écologique. Voilà, écologique. C'est vraiment un yoga écologique. Écologique. C'est surtout ça en fait. C'est vraiment l'écologie de soi. Vraiment dans quelque chose du moment. D'accord. Voilà. Qui va allier plusieurs choses à la fois. Que ce soit la saison, soit aussi où on en est à ce moment-là, ce qu'on a besoin de libérer, voilà. Et du coup, par exemple, quand tu accompagnes en collectif avec cette forme de yoga, est-ce que tu vas questionner les personnes, où est-ce qu'elles en sont, dans quel état d'esprit pour ouvrir la séance, par exemple, pour sentir dans quelle énergie le groupe est et qu'est-ce que tu pourrais proposer dans ce moment-là ou... En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est travailler avec des tout petits groupes. Parce que du coup, il y a, il y a une interaction qui, pour moi, en tout cas, est différente. D'accord. Parce que c'est un peu plus personnel et en même temps une dynamique de groupe. Ouais. Et c'est vrai que moi, je travaille en tant que thérapeute et coach beaucoup en individuel. Et chaque personne est différente, chaque personne a ses blessures. Et surtout, on peut avoir deux personnes avec les mêmes blessures, mais ils ne vont pas réagir de la même façon. Bien sûr, bien sûr. Et je trouve que c'est important de pouvoir prendre le temps, lors d'une séance ou des choses comme ça, selon comment la personne elle va réagir, pour pouvoir... D'être vraiment présente à la personne. Oui. C'est vrai que on voit de plus en plus des cours de yoga avec 40 ou 50 personnes, ce qui est complètement dingue. Donc toi, tu es vraiment dans l'accompagnement, c'est presque... je continue. Voilà, tu es dans cette forme d'accompagnement, d'écoute très attentive à ce que chacun va vivre dans la séance. En fait, c'est un peu le prolongement de ce que je fais déjà en thérapie, en fait. D'accord. D'être dans cette écoute, dans ce temps de très qualitatif. Voilà, dans ce qu'est-ce que vous ressentez là, à ce moment-là, et s'il y a besoin de verbaliser, de pouvoir l'exprimer. De mettre un cadre sécure. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire que c'est presque aussi un yoga thérapeutique ? Ouais, en fait, c'est vraiment là-dessus que j'avais envie aussi de pouvoir mettre l'accent, en fait. Parce que c'est vrai que je fais du massage, de la médiation corporelle. Et là encore, on est sur une approche du corps par le toucher, différent du yoga avec le mouvement.
mais il y a encore ça, ce cadre en fait. Se dire à la personne, là, si vous vous sentez pas bien, on stoppe. Si c'est pas OK pour vous, Ouais. ça c'est très écologique. Oui. Hein. Voilà. Et puis il y a la question du consentement. Du consentement, c'est ça. qui est hyper Voilà. importante. De dire, est-ce que vous êtes OK que je vous découvre une jambe ou quelque chose comme ça, en fait. J'aime bien poser le cadre, en fait, avant mes séances. Bien sûr. De leur dire, si vous avez besoin d'exprimer, de pleurer, de parler, peu importe. C'est accueilli. C'est accueilli. Vous êtes bien, on est encadré, enfin, vous êtes dans un lieu où vous êtes encadré. Si vous avez besoin d'une pause, s'il y a des personnes des fois qui sont très complexées, qui vont avoir besoin de garder les sous-vêtements, des choses comme ça, ou qui ne pourront pas être massés à certains endroits. Ouais. Et c'est à respecter aussi, parce que chacun vient justement avec ses blessures corporelles aussi. Bien sûr. Non, mais tout ce que le corps engramme, c'est même pas imaginable. Et puis pas forcément très connu ou très partagé. Le rapport au corps, je trouve, dans la société occidentale, est très compliqué. Enfin, on le voit, hein, ça reste. On voit bien d'ailleurs dans le sport à quel point la compétition nous remet dans un rapport au corps qui est difficile. Ça met dans la comparaison, dans le jamais assez en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est difficile. Au bout d'un moment, c'est une pression qui est des fois où on se met de la dévalorisation. Il y a une dévalorisation qui se crée. Et c'est vrai que c'est difficile. Et je fais de la thérapie brève, donc en lien avec la biologie, donc avec les maladies, donc le décodage biologique. Et même là, en fait, on s'aperçoit que le corps, il parle, il dit des choses. Et, la maladie raconte beaucoup de choses. Hein. On parlait de résilience justement tout à l'heure. Pour moi, la maladie, c'est une façon de pouvoir arriver à cette résilience. De pouvoir travailler justement sur cette résilience et travailler sur des traumas qui des fois on dit oui, bon, il y a pire ou c'est rien, j'ai travaillé dessus. On a tendance à beaucoup minimiser. Ouais, hein. Exactement. Et en fait, c'est difficile de s'accueillir comme victime. Exactement. C'est vrai que moi je l'ai vécu du coup. Il y a cette phase justement où on passe justement en tant que victime. Oui. Et après il y a encore une autre phase où on passe à la responsabilité de sa vie et de comment on a envie de se placer autrement dans la vie. C'est ça, de prendre sa place. Oui, sa place à soi, sa juste place. Mais je pense qu'un observateur neutre et accueillant permet aussi cet espace de s'accepter comme victime et permet cet espace aussi de résilience. Le travail sur le corps et à la fois sur l'esprit me semble indispensable. C'est un tout. En fait, c'est ça. Comment dire, arrêter de dissocier ça. C'est ça. C'est qu'il arrive un moment. Moi, au bout d'un moment, il y a eu un moment de ma vie où la douleur était trop intense, psychologique, émotionnelle, physique. Tout était trop intense. Et c'est arrivé justement au décès d'une personne chère, une personne proche. Et en fait, il y a eu cette question de qui je suis en fait. Qui je suis, à quoi ça sert. Et à ce moment-là, j'ai associé vraiment la thérapie, la psychologie et le bouddhisme. Et du coup, j'ai suivi en fait des séances de psy. Et je suis allée faire des enseignements bouddhistes. Et ça a été... Il n'y a même pas de mots. En fait, j'ai... Une rencontre avec toi-même, quoi. En fait, ça m'a permis de pouvoir aussi... comment dire... de cette résilience, en fait, et de pouvoir aussi pardonner, en fait. Pardonner aux personnes qui avaient pu me faire du mal. Donc, ça a été très, très intense. En fait, ça a été un changement de vie à ce moment-là. Un premier changement de vie
assez intense. Ok. Ouais. Et dans les autres choses que tu pratiques, parce qu'en fait, c'est pas ce que j'admire chez toi et ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est pas juste je suis prof de yoga ou je suis thérapeute, c'est vraiment un mode de vie du quotidien que tu mets en œuvre au quotidien. Moi, je trouve ça magnifique, cette congruence. C'est moi une des difficultés que j'ai. Parfois, effectivement, bon, après je pense être assez authentique dans ma pratique, mais cette congruence au quotidien, ce que tu mets en place, ou cette écologie du corps, de l'esprit, du quotidien, c'est là, c'est présent, c'est tout le temps. Oui. C'est tout le temps en toi. Il y a une espèce d'alignement qu'on sent chez toi vraiment qui est admirable, quoi. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a 4 ans, du coup, quand j'ai démarré les formations, j'ai eu ce besoin aussi dans ma vie de pouvoir changer aussi mon mode de vie. Donc, il y a 4 ans, je me suis séparée. Et en fait, ça faisait déjà pareil, ça faisait 1 ou 2 ans déjà, où j'étais plus en accord aussi avec le mode de vie de la personne avec qui j'étais. Et en fait, quand je me suis séparée, je me suis dit, ouais, c'est le moment. C'est le moment de pouvoir mettre tout en application. Ouais. Donc c'est quoi une forme de renaissance en fait il y a 4 ans, c'est ça y est, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux rayonner et je vais mettre ça et ça en place. Ouais. Quoi. Oui, donc après ça a été progressif, même au niveau de mon alimentation. D'accord. Je suis passée végétarienne. Ok. Ça a été tout. En fait, je me laisse le temps. En fait, je suis très impatiente. Je suis une personne très impatiente à la base, mais il y a des choses sur lesquelles je vois sur de la longue durée. Ouais. Et ça a été quelque chose où, pour que ça marche, vraiment, il faut du temps. Il faut une discipline. Il faut mettre en place des choses. Il faut s'informer. Il faut aller chercher. Et puis il faut s'y tenir. Oui. Donc parle-nous un petit peu aussi de ces petites choses du quotidien que tu mets en place, parce que tu sais faire plein de choses avec tes mains, pas seulement du massage. Alors du coup, en fait, je suis passée au 0 déchet. Donc progressivement, ça a été beaucoup déjà au niveau de la salle de bain, donc tout ce qui est hygiène. Avec les disques lavables. Au niveau justement tout ce qui est serviettes et tampons, j'ai arrêté. Au niveau des shampoings, d'arriver à trouver des formules les plus basiques, avec le moins d'ingrédients, moins polluants, même au niveau justement du plastique. Même si c'est compliqué encore, hein, voilà. Mais trouver au moins la solution, l'alternative la plus écologique possible. Après, ça a été aussi par rapport à la cuisine, donc tout ce qui est achat en vrac, les producteurs, tout dans les bocaux, en verre ou des choses comme ça. Oui. Le compost aussi, beaucoup de compost, donc ça fait qu'on réduit aussi du coup la poubelle. Oui. Donc j'ai une toute petite poubelle. Wow. Et c'est vrai qu'on jette moins de choses. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du tri, ce qui est bien, mais on s'aperçoit qu'au final, le tri, des fois, ça se retrouve dans des pays asiatiques ou des choses comme ça, en Thaïlande ou au Vietnam, alors qu'à la base, on peut le réduire déjà. Et en fait, c'est prendre en fait, à la source. C'est à la source de pouvoir justement le limiter. Ouais. Et puis de recycler le plus possible ce que tu as à la maison. Ouais. Donc voilà, après c'est consommer différemment aussi. Bien sûr. Consommer différemment, donc je vais beaucoup moins dans les supermarchés, c'est très rare. Après, moi je fabrique tout ce qui est wrap alimentaire, donc pour remplacer justement le film plastique ou les choses comme ça. Voilà, exactement. Après, il y a des alternatives aussi avec les tupperwares en verre. Tout ce qui est la lingette, tout ce qui est aussi les éponges lavables, parce que c'est vrai que les éponges qu'on achète, ça c'est pas recyclable. Ouais, voilà, c'est tout ça quoi.
Merci à tous, merci à Anaëlle pour ce beau partage et à très bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.